Bonjour Guillaume. Bonjour. Bienvenue dans l'album. En fait, on est ici chez vous. Du coup, c'est moi qui vous dis bienvenue. Eh bien, avec plaisir. On est ici à Namur et Oui. je me souviens qu'un des derniers humoristes qu'on ait reçus dans l'album, c'était Anthony Cavana et c'était à quelques centaines de mètres d'ici. Bon, mais comme quoi, tout le monde veut vous recevoir à Namur. Eh ben oui, c'est un destin d'humour ici à Namur. On est ravis d'y venir. Vous connaissez le principe de cette émission. Oui. On va découvrir vos photos, votre parcours de vie, vous découvrir un peu autrement que d'habitude. Alors, je mentionne évidemment que si on fait cet album comme ceci, c'est parce que vous êtes de passage dans la région, à Verviers. Exactement. Le 24 novembre prochain au Centre culturel de Verviers à 20h. C'est une date importante pour nous. De vous Et accueillir. pour moi aussi, d'ailleurs. Alors, ce spectacle, qu'est-ce que vous allez proposer aux Verviétois d'abord? C'est vraiment c'est un one-man show, clairement. On est loin des codes du stand-up, donc on frôle les codes du théâtre plus. Ah oui. Parce qu'il y a vraiment une belle mise en scène avec un beau jeu de son, de lumière, un grand décor. Et donc on suit mon personnage, Guillaume Voudétan, pendant 2 heures sur scène, qui va aborder le passage de l'enfance, adolescence à l'âge adulte et ce qu'il considère comme un passage assez violent. Comment avez-vous construit ce spectacle? En vivant, tout simplement, ouais, puisque j'ai constaté que je devenais un adulte et donc j'ai été confronté à des moments de vie assez importants. Et je me suis dit, comme j'étais en train de préparer un spectacle, je me suis dit, est-ce que c'est pas ça justement ce dont j'ai envie de parler un sujet pour lequel tous les êtres humains, à un moment, auquel sont confrontés tous les êtres humains, ce passage à l'âge adulte. Eh bien, puisqu'on va parler de l'adulte, on va peut-être parler d'abord de l'enfant et de la famille. Oui. Parce que la famille, c'est toujours les origines. Et c'est beaucoup dans l'enfance que se dessine la personnalité, les traits de caractère. Alors, présentez-moi votre famille et vos amis. Alors là, sur cette photo-là, vous avez ma maman. Ma maman, c'est vraiment la personne, une des personnes les plus importantes de ma vie. Je vis d'ailleurs pas très loin de chez elle, comme ça, stratégiquement, elle ne me manque pas souvent, puisque je la vois souvent. C'est elle qui m'a inscrit au théâtre quand j'avais 8 ans. Du coup, évidemment, elle a lancé le processus créatif autour de mon personnage. Et puis, elle m'accompagne au quotidien. Et donc, c'est vrai que j'ai une relation très, très fusionnelle avec ma maman. Elle me donne beaucoup son avis. Elle veille à ce que je sois toujours attentif à l'actualité pour nourrir mes vidéos. Et donc, voilà, c'est vrai que je suis un fils à maman. Ça, on peut clairement l'assumer. Si elle était ici, je lui demanderais pourquoi et comment elle vous a amené au cours de théâtre à 8 ans. Qu'est-ce qu'elle avait décelé en vous? Elle vous l'a dit certainement, en tout cas, je pense qu'en fait, elle m'a emmené à 8 ans voir une pièce de théâtre pour que je m'ouvre un peu justement à la culture et à l'art. Et dans la foulée, je lui ai dit c'est ça que je veux faire et elle savait clairement, parce que je pense qu'elle avait repéré déjà depuis tout jeune que je faisais déjà du théâtre à la maison en faisant des spectacles au repas de famille, etc. Donc je pense qu'elle a compris qu'à la place de me proposer de faire des cours, en allant m'emmener voir un spectacle, ça suffirait pour bien joué. pour titiller mon attention, quoi. Cette pièce de théâtre, vous vous en souvenez, c'était quoi? Non, alors je suis beaucoup trop jeune. J'étais tout jeune, mais je pourrais lui demander. En tout cas, c'était à la salle des Clématites de Mayen, un tout petit village namurois dans lequel j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans et dans lequel j'ai après fait 8 ans de théâtre, de mes 8 à 16 ans, dans le cours le théâtre des Échos, dont le prof de cette époque est devenu le co-auteur de mon spectacle actuel. D'accord, voilà. Tout est lié. La boucle est bouclée. Les autres photos, donc la famille, le reste de la famille, les amis? Oui, en tout cas, vis-à-vis de ma maman, il y a aussi mes sœurs, Hélène et Amélie, qui m'accompagnent au quotidien. J'ai aussi un frère, Antoine, un papa. J'ai aussi un chien, Hubert. Donc globalement, dans ma famille, on est nombreux. Et puis, j'englobe aussi dans ma famille tous les gens avec qui je travaille au quotidien, parce que ce sont plus que des collègues. Et alors, mes amis, sur ces photos-là, il y a Quentin, Lucas et Tristan, qui sont mes meilleurs amis depuis le collège d'Herpan. Donc, on avait 10-12 ans quand on a commencé à créer des liens. Et aujourd'hui, on a tous 30 ans au même moment, mais on a des parcours très variés. L'un tient une friterie, l'autre est radiologue, l'un travaille dans la finance au Luxembourg. Et je suis l'artiste de la bande. Donc, c'est très gai d'avoir des parcours très différents. Il vous inspire, évidemment. Ah oui, c'est évidemment une source d'inspiration. Vie, entre leurs anecdotes de frituristes, d'autres à l'hôpital et d'autres dans des réunions plus sérieuses. Et depuis tout petit, ils me font énormément rire. Et donc c'est vrai que c'est une grande source d'inspiration. Mais tous les gens qui me croisent, donc faites attention, je puise tout ce que je vois, en ce compris notre discussion. Je prends des risques. Alors, l'humour. Chaque famille a sa propre culture et a sa propre représentation de l'humour. Chez vous, c'était quoi l'humour? On pratiquait comment? Chez nous, en tout cas, on ne s'interdisait rien.
C'est-à-dire que... Comme disaient des proches, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Voilà, on pouvait rire de tout. Ma maman veillait toujours à ce qu'on ne blesse personne. Donc je pense que ça, c'est de elle que je tiens, cette faculté à essayer que mes vidéos soient plus des vidéos qui rassemblent les gens plutôt que des vidéos qui divisent en utilisant l'humour, quoi. Donc ça, je pense que j'ai un humour plutôt rassembleur grâce au fait que plus jeune, on riait de tout, mais ma maman n'hésitait pas à me dire ça, on ne peut pas dire. Et donc ça m'a appris à codifier un peu certaines choses, mais en ne censurant jamais les choses. Et c'est ça qui est très agréable. On avait aussi beaucoup d'autodérision, qu'on a toujours. C'est super important, ça. Donc voilà, on a vécu dans une maison pendant longtemps qui était fort en travaux, etc. Et donc en grandissant, on redisait à ma maman, purée, mais on aura quand même vécu toute notre vie dans les travaux, etc. Et donc on avait une autodérision sur notre vie, nos situations. Et donc, je me rappelle avoir eu beaucoup de fou rire avec mes amis et ma famille. Donc, on était plutôt ouverts à tout ça et on était surtout friands des gens. On habitait un ancien moulin et donc c'était un peu comme dans un moulin, les gens rentraient. Ah oui, okay. Vraiment des proches des voisins, personne ne frappait, la porte était tout le temps ouverte, il y avait beaucoup de vie et donc on aimait que les gens débarquent et on aimait encore plus quand ils étaient drôles. Donc on avait cette faculté à rire de beaucoup de choses. Dans la vie quotidienne, inversement, il vous arrive comme tout le monde d'être triste. Qu'est-ce qui vous rend triste? Oui, je pense que je reste un être humain et en plus, de par mon métier, j'ai développé une sensibilité importante puisque je suis à l'écoute de beaucoup de choses. Là, pour vous répondre de manière directe, je pense que globalement, ce qui me rend triste pour le moment, c'est la situation plutôt globale et mondiale de l'actualité. Parce que même si j'arrive et que j'essaye à tourner tout ça en humour et à faire des capsules drôles pour que les gens tiennent le coup, que les gens voient une phase plus positive de leur situation, ça n'empêche que la réalité est triste. Quand on voit la réalité, voilà, on voit toutes les manifestations sur ces femmes iraniennes, on voit la situation un peu partout dans le monde où plus personne n'a les moyens de payer ces factures d'énergie. Voilà, cette fameuse crise sanitaire qui ne découle que de notre comportement depuis des années et qui fait qu'on paye les conséquences de nos décisions depuis plusieurs années. Je pense que globalement, l'être humain a une carte d'identité un peu triste pour le moment. Et donc ça m'attriste, mais une fois de plus, de par mon métier, j'essaye de rendre ça positif et surtout d'être porteur d'espoir parce que je pense aussi que ça fait partie de mon rôle, de mon personnage, de toujours souligner qu'il y a bien une porte quelque part qui est ouverte pour qu'on puisse le voir d'une autre manière. Ça, c'est mon rôle. Quand je vous entends, je me dis, en fait, finalement, l'humoriste, c'est aussi un médecin de l'art. Ah oui, c'est vrai. C'est une thérapie, l'humour. Hein. C'est vrai qu'on me le dit souvent. Je reçois souvent des petits messages de personnes qui me disent, voilà, j'ai vécu des moments difficiles et ça m'a fait du bien. Je viens d'apprendre que j'étais malade et ton spectacle a été un moment où j'ai pu oublier pendant 2 heures cette nouvelle maladie ou des gens qui ont des problèmes au boulot et qui sont contents de rentrer le soir pour regarder une petite vidéo. Et donc, oui, je fais pas vraiment mes vidéos pour faire l'unanimité et pour que soudainement tout le monde me trouve drôle parce que je ferai jamais l'unanimité. J'ai abandonné ce combat depuis longtemps, mais par contre... Et heureusement d'ailleurs, je crois. Et heureusement, quand on fait trop l'unanimité, c'est inquiétant quand on plaît à tout le monde, c'est qu'on plaît à n'importe qui, c'est la phrase. Mais c'est surtout que je fais ces vidéos-là pour ces gens-là, pour ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est aussi thérapeutique pour moi, donc c'est du win-win, puisque c'est aussi une manière pour moi d'extérioriser. Quand vous parlez de ce qui me rend triste, évidemment, au quotidien, j'ai aussi mes tristesses, mes problèmes personnels dans ma famille, dans mes relations, dans des échecs professionnels, des relations amoureuses. Donc voilà, je pense que je me sers de tout ça comme tout être humain, à la différence que moi, j'allume ma caméra pour en faire un sketch. Oui, tout à fait. On va parler de l'école. Oui. C'est un des chapitres. Alors, l'école, on a plusieurs photos. Oui, ça, je vous en parlais justement. C'est moi, l'avant-moi. Quand j'étais au théâtre à Mayen. Donc là, c'était quelques années après que ma mère m'ait emmené au théâtre. Okay. Je suis sur scène. Là, il y a la télé locale qui vient faire une interview Bouquet, de nous. on les salue. Bouquet, qu'on salue évidemment. Et donc, ils sont venus faire un petit reportage sur les planches. Là, il y a Mathilde qui est restée une grande amie de la famille. Et donc c'est vraiment une photo très symbolique pour moi puisque j'étais sur les planches avant même de faire des vidéos. Mais il y avait déjà une caméra. Donc en fait, elle est très symbolique cette photo puisqu'il y a mon outil de travail qui est là et que la caméra et que j'ai redécouvert la scène grâce à ça. J'ai toujours remarqué que, pour avoir interviewé beaucoup de comédiens de théâtre,
que le théâtre est une source de culture assez phénoménale. On a l'impression que les acteurs sur les planches s'imprègnent des rôles qu'ils occupent ou des rôles de leurs partenaires et qu'ils les portent avec eux par la suite. Est-ce que c'est juste mon impression ou est-ce que je me trompe? Non, je pense que, à la différence que c'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de théâtre étant jeune, donc j'étais plus dans un processus de découverte de ce travail du comédien. Oui. C'est vrai que je n'ai pas fait mon métier du comédien de scène. Comme dans une pièce de théâtre par exemple, mais ça n'empêche que je joue beaucoup de personnages dans mes vidéos et je joue beaucoup de personnages dans mon spectacle et que c'est un vrai travail de ressentir la gestuelle, d'apprendre à connaître son personnage pour pouvoir le jouer correctement. On entre comment dans un personnage justement? Mais je pense qu'on entre d'abord moi c'est par une phase d'empathie, c'est-à-dire que c'est important quand j'écris un petit personnage et j'ai quand même pas mal de personnages dans le spectacle et c'est important que j'ai une brèche d'empathie, c'est-à-dire que je pourrais pas jouer quelqu'un pour lequel je n'ai pas, même si c'est un grand méchant loup, pour lequel je n'ai pas une approche humaine, de me dire quelle est notre cohésion, quoi. Donc moi j'ai besoin qu'il y ait des points communs, j'ai besoin d'avoir une empathie, et puis de très vite, physiquement, essayer de comprendre la manière dont il se tient, etc. Beaucoup d'observations alors? Du coup, moi je suis un grand observateur, genre je dis pas que je suis un grand comédien en matière de personnages, mais je sais que pour le travail que je fais pour mes personnages, je suis très attentif, ouais. Alors, les deux autres photos. Mais ça, celle-là, elle est très chouette et elle est très symbolique parce que c'est la chambre dans laquelle j'ai commencé mes vidéos. Et c'était des vidéos qui traitaient de l'école, justement, puisque j'étais en pleine étude de communication. Et je commençais à créer le personnage de Guillaume Vaudétan avec mes lunettes, ma casquette à l'envers. J'imitais ma maman qui me mettait la pression pendant le blocus. Et donc, c'est une vidéo qui est symbolique parce que c'est une photo de mon personnage dans ma chambre où je faisais mes vidéos qui mime un étudiant qui est en blocus et c'est la vie que je menais aussi. Donc elle résume bien en fait ma vie estudiantine et durant laquelle j'ai créé le personnage Guillaume, quoi. Alors moi ce qui m'intrigue c'est que la chambre par définition est le lieu intime par excellence. Et puis pour vous, votre chambre, elle devient un lieu public. Oui, c'est vrai que... Alors ça se passe comment? On gère ça comment en fait? Je me rendais pas compte, je pense. Je m'ennuyais à l'école, je m'amusais beaucoup avec mes camarades, mais voilà, je suis quelqu'un de très actif, donc c'était compliqué pour moi. Je revenais de Paris, j'avais fait des études de théâtre et c'était compliqué aussi. Du coup, quand je suis revenu sur les bancs d'une vraie école et pas de théâtre, mais le fait d'être assis face à une autorité, ça m'a beaucoup déstabilisé. Et donc j'ai commencé à faire ces vidéos-là dans ma chambre, mais j'avais l'impression, comme je voulais porter un message dans lequel tout le monde pouvait s'identifier dans le milieu des étudiants, j'avais l'impression que j'avais la même chambre que tout le monde. J'avais pas l'impression de dévoiler mon identité, j'avais l'impression de dévoiler les décors de tout ce que les étudiants connaissent, c'est-à-dire un bureau, un Velux, des bics et des syllabus. Et donc, je n'ai jamais eu l'impression de me dévoiler ou de dévoiler ma chambre. C'est avec le recul, quand des journalistes ou des gens ou des amis de ma maman disaient « il y a encore la chambre de ton fils dans laquelle il tourne les vidéos », que là j'ai compris que c'était devenu un peu un lieu mythique par rapport à mon parcours et que j'ai compris qu'en fait j'avais dévoilé un étage complet de la maison de ma mère, quoi. Si vous deviez dire en quoi votre chambre est différente de celle des autres, c'est quoi qui la particularise en se disant « ah non, ça c'est la chambre de Guillaume » à part de l'avoir vue dans les vidéos évidemment? Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, en tout cas, le point commun avec beaucoup de chambres d'adolescents, c'est que c'est le point de départ de quelque chose. Je pense que la chambre, c'est pour un enfant par exemple qui est harcelé à l'école, ça va être son refuge. Un enfant qui veut chanter, en général pour pas déranger la famille, il va aller dans sa chambre et il va faire des petites notes. Un enfant qui veut avoir la paix, enfin, c'est vraiment une cabane et c'est là aussi qu'on apprend à se connaître, à se découvrir. Et donc c'est pour ça que il faut jamais banaliser la décoration de sa chambre, il faut jamais il faut prendre, voilà, c'est important. Je dis ça même aux parents, que la chambre doit être une petite forteresse pour l'enfant par rapport à tout ce qu'il peut vivre. Et donc ça c'est vraiment un point commun qu'il y a à toutes les chambres. La mienne elle est plus particulière puisque quand mes parents ont divorcé, j'ai pris la décision d'accompagner ma maman, bien que je m'entende bien avec mon papa, hein, c'est pas ça, mais je sentais que je devais prendre le rôle du fils.
fils, ce qui est très sexiste puisqu'elle n'avait pas besoin d'un homme, mais voilà, je voulais jouer ce rôle-là à ses côtés, j'en avais besoin et surtout j'avais besoin d'elle. Et donc cette chambre-là a cette symbolique que c'est là que je me suis découvert l'homme de la maison. C'est ça. C'est là que j'ai eu un rôle de garçon qui aide sa maman et pas uniquement de fils. Et c'est là aussi que j'ai créé le personnage. Donc elle a cette particularité d'avoir beaucoup d'histoires en une seule pièce. C'est ça. Quand je vous écoute et je me dis, je pense au philosophe Pascal, je paraphrase un peu, il disait que le sommet de la sagesse, c'était de faire le tour de sa chambre, de rester dans sa chambre. C'est une magnifique phrase. Mais il rirait beaucoup en vous voyant, parce que vous avez propulsé. Ah oui, là je ne peux pas, partout, c'est dans les centimètres, derrière les plaintes, partout. Voilà, là je l'ai... Et ici? Ah ben oui, ici je trouvais ça sympa, je trouve ça très sympa qu'il y ait cette photo puisque peu de gens le savent, mais j'ai pris 1 an de cours de couture dans une école de couture. Je pense que c'est sûrement quelque chose qui m'aurait plu si j'avais dû écouter mon esprit créatif différemment que par l'humour. J'ai toujours aimé regarder les gens et pas spécialement la manière dont ils s'habillent parce que je juge que tout le monde s'habille bien tant qu'il se sent bien. Si tu te sens bien dans tes habits, c'est que tu es bien habillé. Ça, c'est ma phrase à moi. Mal, ça, oui. Par contre, j'ai toujours aimé les textures. Les textures des habits, des tissus. J'ai toujours aimé ça, même dans les pièces, dans les décorations, les tentures, les rideaux. J'ai toujours eu un regard comme ça. Et donc, à un moment donné, entre 2 tournées, j'avais décidé de comprendre un peu les techniques de couture. Et grâce à ces cours de couture, une styliste m'a contacté en message privé pour demander un stage chez moi. Je lui ai dit, mais moi, je fais pas de couture. Je lui ai proposé de m'accompagner dans les looks de mes vidéos. Et elle s'appelle Maya, elle est devenue mon assistante, elle est en contrat de travail chez moi et elle est devenue mon assistante globale sur les looks, sur la marque de vêtements Oui et Non, sur la tournée, elle s'occupe de tous les costumes de la tournée, elle est scénographe sur le festival Namuri So Joke et donc comme quoi, parfois, une décision qu'on prend fait qu'on rencontre quelqu'un et hop, donc c'est quelque chose aussi qui est important pour moi. Toujours saisir les opportunités. Exactement, ouais, et puis aussi ne pas aller là où nous guide la vie, dans le sens où des cours de couture, j'étais le seul garçon évidemment. Tout le monde était étonné qu'il y ait un garçon. Oui. Aucun de mes copains n'a compris. Ils se sont dit mais pourquoi tu viens pas au golf avec nous et au final, je suis ravi parce que ça a aussi fait propulser des rencontres et aujourd'hui j'ai aussi un autre regard sur le travail de couturier. Bien sûr, et dans le spectacle, c'est un élément extrêmement important. Hein. Alors, thématique suivante, et là, je dirais coup de gang dans l'émission, la confiance en soi. On a tous ces problèmes de confiance en soi, non? Oui, bien sûr, c'est plus qu'une thématique, ouais, c'est vraiment... C'est un monde à part entière, la confiance en soi, et c'est vrai que c'est une thématique, moi, qui me touche personnellement, parce que je trouve très jeune, on a très peu d'outils qui nous permettent d'acquérir cette confiance, et puis elle peut très vite être fragilisée par la violence entre enfants, ou par une certaine violence dans les familles, où on a besoin qu'on nous dise des choses positives et on ne nous les dit pas, etc. Et donc, c'est un vrai combat, et je pense que c'est le combat d'une vie, d'acquérir cette confiance. Et donc j'avais envie d'en parler parce que je trouve que c'est un chouette message aussi de dire ça peut-être aux plus jeunes, que la confiance en soi, ça ne s'achète pas dans un magasin. Je pense que ça se construit et il faut accepter nos fragilités, nos complexes. Il faut accepter parfois la violence des autres et continuer à se guider. Et puis, ce qui est intéressant, c'est d'acquérir de la confiance dans ce qu'on fait. Moi, je sais que je n'ai pas acquis de la confiance en me regardant dans une glace et puis un moment me disant bah, « tiens, en fait, si je suis comme ça, je suis beau », parce que ça n'aurait pas fonctionné. C'était plus en m'écoutant et en allant au bout de mes projets que petit à petit j'ai compris que je pouvais avoir une certaine confiance en mes capacités à rassembler les gens ou à construire un projet. Donc je pense que moi la confiance c'est quelque chose qui se construit petit à petit et ces projets-là moi m'ont permis, je n'ai pas encore 1000% confiance en moi, mais je trouve que c'est un beau parcours et il faut être beaucoup indulgent avec soi-même. Est-ce que c'est pas aussi le fait à un moment donné de se dire on fait la différence entre ce qu'on est et ce qu'on fait? Parce que si ce qu'on fait prend des coups, ça ne touche pas notre identité. En fait. Bien sûr, je pense que c'est un équilibre entre ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on pense savoir. Et je pense qu'évidemment, c'est un mix de tout ça. Mais c'est important aussi de s'entourer de gens qui donnent confiance. Ouais. On a toujours l'impression que c'est nous le problème en se disant j'ai pas confiance en moi, je suis nul. Hein. Mais il faut aussi être dans un entourage, de choisir les personnes avec qui on veut évoluer. C'est important. On n'est pas obligé de côtoyer quelqu'un qui ne nous met pas en confiance. C'est très juste.
Et donc voilà, c'est des choix qu'on fait, on a le luxe de se dire cette personne-là ne me met pas en confiance et donc je n'ai pas envie de continuer à la côtoyer. C'est un choix qu'on peut faire. Vous connaissez des circonstances, des exemples de circonstances où vous perdez votre confiance? Oui, je pense que au quotidien, par jour, on doit sûrement avoir 1001 moments où on perd un peu confiance. Moi, c'est quand, par exemple, je veux m'attaquer à un projet et que je ne sais pas par où commencer. Eh ben, tant que je ne maîtrise pas complètement les bases du projet, c'est-à-dire les premières choses à mettre en place pour qu'il existe, je vais me dire que je n'ai pas confiance en moi, en mes capacités. Et donc, une fois que j'ai passé ça, là, je deviens un bulldozer et je vais aller jusqu'au bout du projet. C'est pour ça que j'arrive à jongler entre beaucoup de projets. Mais la première phase, j'ai besoin de trouver cette confiance en moi. Alors, pour rebondir, entre le moment où le concept dans votre esprit se crée et le début de la réalisation, il y a parfois beaucoup de temps. Il faut un temps de maturation. Oui, bien sûr. Vous y êtes directement. Bien sûr. Là, j'ai créé un festival d'humour à Namur. Ça fait des années que j'en rêve. Et en pleine pandémie, je me suis réveillé en disant on le commence demain. J'ai appelé l'équipe et j'ai dit voilà, on fait un festival. En pleine pandémie, alors que tout était fermé. Mais du coup, ça faisait longtemps que ça. Il y a un moment, je me suis levé en disant j'ai les épaules, quoi. Et avant, j'avais ce rêve. Et un peu comme mes vidéos, j'ai commencé les vidéos et puis un jour j'ai dit on va faire un spectacle. Et donc, c'est vrai que ça prend du temps. Parfois, les vidéos ne me prennent jamais de temps parce que là, je travaille à la pulsion. Mais sur des gros projets, ça peut prendre un peu de temps. Et c'est important d'ailleurs, parce qu'on a toujours l'impression qu'on doit vite le réaliser dans cette société où tout va vite. Mais il faut accepter que les choses prennent le temps qu'il faut, quoi. Je travaille à la pulsion. Oui. C'est quoi ça? C'est-à-dire que je ne travaille pas à la réflexion longue, je travaille à la pulsion, c'est-à-dire que je le sens. C'est très intuitif. Oui, je le sens en moi, qu'il faut le faire. Et donc, dès que j'ai une idée, elle doit être réalisée rapidement. Et c'est un ressenti. C'est une manière de se dire, voilà, il y a quelque chose en moi qui vibre, et donc que ce soit un sujet, une thématique, un angle pour un texte, et je le sens et je le fais, quoi. Je cherche pas les projets, quoi. Vous parlez de vibrer. Quels sont les humoristes qui vous font vibrer, vous? En tout cas, pour répondre à cette première question, comment expliquer? Dans mes inspirations, dans mes vibrations, ça a toujours été avant mon entourage, avant tout autre artiste. J'ai toujours dit que les meilleurs humoristes, c'était ma bande de potes, parce que, ou tous mes collègues, ou vous, ou n'importe qui, parce qu'on ne se rend pas compte dans le quotidien à quel point on peut être très drôle. Oui. Et même quelqu'un qui va très mal, quand il t'explique qu'il va mal, même s'il va mal, et que tu es triste pour lui, il peut avoir des moments de très drôles dans la manière dont il explique son mal-être, ou ce qu'il a vécu, ou une journée de merde. Il peut... On a tous eu des fous rires à des enterrements. Voilà, exactement. Il peut être en train de pleurer devant toi, et il y a quelque chose qui... Et c'est pour ça que c'est très important de jamais oublier qu'il y a toujours quelque chose de drôle, même dans les situations les plus graves. D'ailleurs, la pandémie nous le prouve, et moi, j'ai voulu jouer là-dessus. Par rapport aux artistes, moi, je sais que physiquement et corporellement, je suis toujours, mais j'étais un grand fan de James Thierry, qui est le petit-fils de Charlie Chaplin, qui est un grand comédien de théâtre et qui a aussi fait du cinéma, dont un film notamment avec Omar Sy. Il avait une prestance sur scène et un jeu corporel et parfois il allait dans l'humour, et c'était très très chouette. Et ça aussi, c'est des premières pièces de théâtre que ma maman m'a proposé. Et dans les humoristes purs, moi je suis vraiment né à l'époque des gros stand-uppers français. C'est ce qu'on s'est pris dans la tronche à mon adolescence entre Gad Elmaleh ou Florence Foresti. Et donc c'est sûr que c'était des monstres. Et puis petit à petit, notamment avec des émissions comme Laurent Ruquier, On ne demande qu'à en rire, j'ai découvert 1001 autres visages dans cette émission où il devait passer devant un juge. Alors qu'on aime ou pas le concept, ça a quand même mis en lumière des Arnaud de Samer, des Jérémy Ferrari, des Olivier de Benoît, oui, des Antonia, qui est une des plus grandes improvisatrices, comédiennes. Enfin, donc voilà, c'est comme ça un peu là-dedans que j'ai comme plus loin dans le passé, le petit théâtre de Bouvard. Voilà, c'est ça. C'est plus ancien, évidemment. Oui. On va parler de vos projets? Bien sûr. Alors, on a 3 photos pour les illustrer. Oui. Alors, il y a 2 photos qui concernent la petite marque de vêtements que j'ai créée, qui s'appelle Oui et Non.
En fait, c'est une phrase que je dis tout le temps dans mes vidéos, oui et non. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ce moment dans la vidéo. Et donc, on a décliné toute une gamme. Lien avec la couture, évidemment. Et avec les cours de couture et Maya, qui est justement la personne qui m'avait contacté à l'époque, ben, on a défini cette marque. C'est du merchandising qu'on essaye de pousser à l'extrême au niveau de l'éco-responsabilité. Okay. Alors, on n'est pas blanc de tout reproche, on continue à trouver des solutions. Donc, il y a encore quelques produits qui viennent pas spécialement d'Europe, mais on essaye que de plus en plus 100% de nos produits viennent d'Europe, presque de Belgique. Mais l'idée, en tout cas, c'est de pousser encore ce processus-là. Et en parallèle, on va vraiment créer une marque, oui et non, purement de création, faite d'upcycling, c'est-à-dire uniquement de tissus, de vêtements qu'on récupère et qu'on retransforme en autres vêtements. Donc ça, c'est vraiment le gros projet oui et non pour l'année 2023. On trouve oui et non où? Sur le site internet, sur tout le simplement, site internet, et à la sortie de tous mes spectacles. Ok, donc, très bien. Et alors cette troisième photo? Ça, c'est le festival Namuri Se Joke, c'est la team de production du festival. Et donc le festival Namuri Se Joke, c'est un festival que j'ai créé l'année dernière. Donc on arrive à la 2e édition. C'est 4 jours de festivités dans tout Namur, une dizaine de lieux partenaires, plus de 40 spectacles d'humoristes, une dizaine de concerts. Et donc voilà, j'ai mis ça sur pied pendant la pandémie. Et donc, ça a l'air tout simple pour vous. Ben, maintenant, pour le présenter, c'est simple. Mais les coulisses sont bien moins glamour que ma présentation. Parce que c'est un vrai travail. Alors justement, comment on est un festival quand on sait qu'à notre époque il y en a tant, il faut se singulariser. Vous parlez d'utiliser les lieux, vous connaissez bien votre ville. Ça s'est construit comment Mais je pense que ça c'est très bien souligné, c'est connaître sa ville. Je pense qu'on ne peut pas arriver avec un festival en tant que touriste dans une ville qu'on ne connaît pas. Ah oui. Ça c'est une première chose, parce qu'on n'a pas du coup l'écoute. Et on n'a pas du tout notion des quartiers qui ont besoin d'effervescence, des quartiers qui en ont trop, des quartiers qui sont demandeurs mais qui n'ont pas de lieu culturel. Donc comment trouver une solution? Et donc je pense qu'on ne peut pas arriver en cow-boy dans une ville en disant moi je sais. Donc la première chose c'était vraiment de rentrer en négociation avec la ville, de choisir des dates de calendrier qui ne dérangeaient aucun autre festival, okay. D'humour en Belgique mais aussi festival artistique dans la ville de Namur. Donc on a choisi mars. Et puis après, c'est de rentrer en contact avec toutes les productions des artistes qui sont en tournée à ce moment-là, négocier leur présence, voir quelle jauge, dans quelle jauge ils peuvent rentrer, et puis rencontrer tous les lieux artistiques potentiels de Namur. Et donc là, on a une dizaine de lieux dans toute la ville et dans lesquels on fait rentrer plus de 40 artistes pendant 4 jours. Alors, lieu artistique par définition, où vous avez été justement... chercher des lieux que vous avez estampillés comme artistiques et qui n'étaient pas. Ah oui, par exemple, le Cameo, qui est le cinéma Les Grignoux de Namur, en plus d'une projection de films d'humour avec les réalisateurs qui sont présents et les écoles scolaires, ça fait partie d'une des idées du festival, on a 2 spectacles de stand-up dans le cinéma, okay. Chose qui n'avait pas été faite avant. Et puis dans la brasserie de la Houppe, qui est la bière namuroise, on utilise leur cave là où ils okay. travaillent la bière pour faire des plateaux de jeunes humoristes. C'est un concours, ça s'appelle Joke une fois, et ils prestent leur sketch devant un jury de professionnels et le gagnant peut proposer son spectacle au complet lors de l'édition suivante. Ah oui, ça, okay. Par exemple, c'est un lieu complètement inédit que tous les Namurois découvrent, mais en plus d'ajouter des lieux qui ne sont pas dédiés à ça, on a surtout été contacter aussi tous les lieux qui sont dédiés à ça et que les Namurois n'ont pas l'habitude de franchir. Donc il y a le Delta, le Théâtre de Namur, le Grand Manège, l'église d'Arskamp qui a été désacralisée et qui est devenue un lieu culturel. Et je sais que les échos qu'on a eu du festival, c'est que les Namurois ont dit on est rentré dans des lieux qu'on n'a jamais rencontré alors qu'on est dans Namur. Mission accomplie, et donc génial, ça, c'est la magie d'un festival. C'est avant tout ça. En fait, les spectacles, c'est un prétexte. Oui, on va dire ça comme ça. Il y a 1 ou 2 lieux que vous convoitez et qui ne sont pas encore justement dans la liste des lieux que vous occupez. Ce serait quoi votre rêve pour la suite franchement, pour une 2e édition, on a déjà une dizaine de lieux partenaires. Mon rêve, c'est de plus aller toucher des lieux inédits. On en a déjà 3 maintenant, mais je voudrais qu'il y en ait un peu plus. Forcer les gens à casser les codes du théâtre, de l'humour et du stand-up dans des lieux complètement inédits. Donc ça, c'est un de mes rêves. Et puis j'aimerais un peu découler sur Jambes aussi, parce que j'ai envie que les commerçants de Jambes puissent profiter de la fête au même titre que ceux de Namur. Et le rêve, c'est aussi accueillir une grosse tête d'affiche à la Citadelle ou à Namur Expo. Okay. Mais le festival est à sa 2e édition et je ne supporte pas brûler les étapes, donc il va grandir en fonction de mes rêves. Génial. L'actualité, les actualités, alors... C'est évidemment le regard que vous portez sur
ce qu'on traverse, qu'on a traversé enfin, j'allais dire 10 dernières années, même plus. Oui, donc évidemment, c'est des photos d'événements marquants comme les attentats du 11 septembre. Les attentats du 11 septembre, ils sont un peu plus symboliques. Je pense que pour les humains du monde entier, ils ont sonné l'ouverture d'une ère différente et violente. Vous aviez 10 ans? Oui, c'est ça. J'avais 9-10 ans, je pense. Ça. Mais en tant qu'enfant, justement, de 9-10 ans, moi, c'était la première fois que j'étais face à une réalité qu'on ne montre pas spécialement à un enfant. C'est-à-dire qu'avant ça, j'avais 8-9 ans, je pense qu'à cet âge-là, on préserve encore son enfant, on le laisse dans sa créativité, dans son insouciance, on lui explique les choses. S'il y a un décès, on lui explique comme on peut. Si la maison se fait cambrioler, on lui explique qu'il y a des gens méchants qui... Mais j'étais encore à ce stade-là, quoi. Donc moi, je n'avais pas encore la notion mondiale, de la violence mondiale. Et donc c'est ça qui a... C'est peut-être le seul point positif de cet horrible événement qui n'aurait jamais dû avoir lieu, c'est que ça a ouvert mon esprit à ce qui se passe dans le monde entier. Et donc comprendre que tout est lié. Et de comprendre que tout est lié, et qu'on n'est pas dans un village où il ne se passe que rien. Enfin, je veux dire, j'ai compris que ça m'a ouvert au monde, et donc ça a symbolisé mon ouverture à l'actualité, cet attentat-là. C'est vrai que ça a été pour votre génération ce que pour nous a été, par exemple, la guerre du Vietnam, avec des terribles images. À un moment de mort, on est un enfant, prend ça en pleine figure, et donc je pense que ça a commencé à définir un peu l'individu, et c'est pour ça aujourd'hui... près de 15 ans plus tard, 22 ans plus tard, mes vidéos traitent beaucoup d'actualité parce que j'ai conscience de l'impact que l'actualité a sur notre quotidien, et donc ça me fait du bien d'en parler, quoi. Alors ça, c'est important. On s'informe comment ? Ça, c'est une vraie question, parce qu'on est à l'ère de la désinformation la plus catastrophique. On critique beaucoup les médias, mais le citoyen a aussi un devoir de bien s'informer. Bien sûr. Vous faites ça comment, vous pouvez être un exemple? Déjà, la première chose, avant d'expliquer la manière dont je procède, c'est surtout de dire que c'est pour ça que c'est très important qu'on continue à soutenir tous les professeurs de toutes les écoles, parce que c'est là que ça commence. C'est là qu'on apprend à bien s'informer, et c'est là qu'on s'informe. Et donc, c'est important que... à l'école, dès le plus jeune âge, les profs puissent avoir les moyens de mettre en place, même un prof de maths pourrait parfois sortir de ces formules et trouver un fait d'actualité pour expliquer ces formules, pour que l'étudiant ne sache pas seulement faire des paraboles, mais qu'il comprenne aussi dans les faits d'actualité ce à quoi ça peut correspondre. Et donc je pense que moi je me souviens qu'il y a eu des chouettes cours en communication où on nous apprenait à bien notifier nos sources. C'est des petites choses bêtes, mais qui crédibilisent aussi nos travaux, etc. Et donc ça, c'est très important. Et la deuxième chose, moi, pour bien m'informer, je demande à ma maman. Elle a toujours raison. Non, mais je pense qu'il faut... Moi, par exemple, je suis très à l'écoute de tous les médias. Je sais vers lesquels il ne faut pas se diriger. Je ne vais pas les citer. J'ai appris, grâce à mon école de communication, qu'il y avait des médias plus qualitatifs. On n'est pas obligé de sauter sur les main médias qui, parfois, à la course au clic, balance, et on perd les grilles de revérification, et il n'y en a plus qu'une là à l'époque où il y en avait 15, et donc on perd des infos capitales, ou on lit des infos qui ne sont pas du tout correctes. Et donc je pense que c'est bien aussi de comparer entre médias, sa lecture, et donc moi je fonctionne comme ça, et puis surtout j'en parle, il faut garder aussi l'envie d'avoir l'avis des autres. C'est aussi comme ça qu'une vérité naît, c'est d'avoir l'avis de plusieurs personnes qui viennent de milieux différents, et après pouvoir se constituer sa vérité, quoi. Donc, et pas tout le temps vouloir convaincre, aussi accepter d'écouter et de se laisser convaincre. Ah oui, bien sûr. Mais c'est ça qui est gai dans mon travail de vidéo, en tout cas, c'est que j'essaye pas d'avoir raison. Je pars du principe que mon personnage ne sait pas. Et donc c'est une richesse qu'il a, c'est que mon personnage peut dire n'importe quoi, on sait qu'il ne sait pas, mais il soulève la question. Et donc en commentaire, les gens qui savent ou qui pensent savoir répondent. Ceux qui ne savent pas sont contents de savoir que mon personnage ne sait pas. Mais donc c'est vrai que tout le monde commence à réfléchir. Et tout le monde commence à réfléchir, voilà. Et là c'est après les attentats, je pense. C'est les attentats de Bruxelles, mais ça c'est parce que ça a été une vidéo que j'ai faite, par colère, j'ai fait une vidéo sur les attentats
le lendemain des attentats de Bruxelles qui a aussi propulsé la manière dont j'ai voulu écrire mes vidéos par la suite. Et c'est pour ça que c'est tous des événements qui ont défini mon regard de citoyen sur mon travail d'humoriste. Et donc petit à petit, je suis sorti de cet humour estudiantin pour plonger mon personnage au cœur de la réalité. Et donc, que ce soit la pandémie, que ce soit la guerre actuelle, que ce soit les attentats, je ne veux pas surfer là-dessus. Et c'est pour ça que je fais encore beaucoup de vidéos sur des thématiques beaucoup plus légères et beaucoup plus du quotidien. Mais par contre, c'est important que mon personnage soit présent lorsque des événements pareils arrivent, parce que c'est aussi le rôle d'un artiste, quoi, selon moi. Après, je peux me tromper. On fait comment ces 2 photos, c'est d'abord pour chacun d'entre nous énormément d'émotions. Et vous devez gérer cette émotion pour aller vers l'humour. Vous faites comment ça? En soi, là, justement, je n'ai pas géré mon émotion puisque j'ai écrit cette vidéo en 10 minutes de colère. Je l'ai tournée en 15, je l'ai balancée. C'est l'émotion qu'il a portée, en fait. Et elle a fait 17 millions de vues. Et ce n'est pas une question de statistiques, c'est une question de juste de se dire qu'elle a fait du bien et qu'on était tous dans l'émotion. Dernière thématique, le sport. Important? Oui, mais ça, c'est très particulier, le sport. Pourquoi? Parce qu'on reparle de ma maman, mais c'est un fil conducteur. Ma maman a toujours été attentive à ce qu'on ait conscience de ce qu'était la réussite d'un sportif et des sacrifices que ça demande. Alors, elle n'était pas sportive, nous non plus, mais elle trouvait ça magique que dans un si petit pays, avec des si petites structures sportives, parfois insalubres, je parle de l'époque, les choses évoluent, des sportifs qui se tuent à la tâche, touchent les sommets mondiaux, comme Justine Hénin ou Kim Clijsters à l'époque, maintenant David Goffin. Donc on était obligés de regarder le sport à la télé, de soutenir les Kim Gewart au JO, et puis maintenant Nafisa Toutiam. Et donc j'ai très vite baigné dans le fait de soutenir les sportifs belges qui explosent ou pas. Et donc j'ai toujours eu un regard très respectueux. Je suis admiratif des sportifs et de ce qu'ils imposent à leur corps, de l'écoute qu'ils ont, du respect, de la rigueur qu'ils ont, parce que c'est des sacrifices énormes. Moi, je ne sais pas encore dire non à un petit verre de vin alors que j'ai décrété que je ne buvais plus. Donc, j'imagine pas, eux, à l'échelle d'une vie, la pression sociale qu'ils doivent avoir. Et je trouve ça fabuleux. Et je trouve que le sport, c'est pour les jeunes une découverte de soi et des autres exceptionnelle. Je trouve qu'il n'y a rien de plus magique. Alors, ce qu'on a fait du sport, c'est différent, comme par exemple le mondial au Qatar ou d'autres débats, ou les coulisses cachées du sport avec toutes les agressions sexuelles sur les plus jeunes de la part des profs. Évidemment, je ne suis pas en train de dépeindre un milieu qui n'a rien à se reprocher, je parle juste du concept même du sport. Pour moi, je trouve ça fantastique. Et donc c'est pour ça que dans mon quotidien, j'ai développé une fan attitude pour nos Diables Rouges et j'ai essayé de pouvoir collaborer dans des vidéos avec Steve Darcy, avec Nafisa Toutiam, avec une championne de boxe belge. J'ai essayé vraiment de lier cette passion que j'avais dans mon travail parce que je trouve que ça ne peut qu'être un message positif, quoi. Et ce que vous dites est très juste. Si on revient au sport au sens noble du terme, évidemment, c'est une gestion d'abord du corps et une gestion de l'esprit. Oui. Et la manière aujourd'hui dont ils travaillent pour pousser plus loin la résistance à l'effort. Exactement. C'est scientifique presque, c'est incroyable. C'est scientifique et c'est assez impressionnant. Et quand on voit Nafisa Toutiam qui te dit qu'elle est un peu blessée, mais qu'elle espère quand même décrocher une médaille, et puis qu'en fait, elle travaille jour et nuit pour aller la chercher, qu'elle va la chercher. Je pense à tous ces cyclistes, à Remco Evenepoel, etc. Je trouve ça fabuleux d'être un si petit pays et de pouvoir revendiquer autant de visages sportifs à l'échelle du monde. Je trouve ça... je pourrais en parler 10 ans. Donc je précise que j'ai quand même fait 8 ans de basket, 1 an de tennis. D'accord. Et un peu de sport avec un coach. Histoire de dire que je parle quand même d'un milieu que je maîtrise un tout petit peu. Oui, je ne suis pas le sportif du canapé. C'était pas le sport devant la télé. Et je suis 2 heures sur scène, quand même. Attendez, oui, tout à fait, c'est très physique. Non, mais je plaisante, c'était pour éviter de donner... C'est physique aussi, non? Oui, bien sûr, c'est 2 heures sur scène, c'est costaud. Mais ce n'était pas pour parler de ça, c'était surtout pour souligner que je n'étais pas le costard-cravate qui discute du sport. On arrive à la fin de cette émission. Vous êtes lecteur?
Oui, le gros problème, c'est que j'ai lu beaucoup, surtout quand je faisais des cours de théâtre, je lisais beaucoup Stanislas, toujours du mal à le dire, celui-là, la méthode Stanislavski. J'ai lu beaucoup de pièces, etc., puisque j'en ai joué, du coup, lors de mes cours. Et là, c'est vrai que depuis quelque temps, avec mon emploi du temps, à part l'actualité pure et dure, je ne prends plus le temps. Parce qu'on dit toujours je n'ai plus le temps de lire, c'est faux. Je ne prends plus le temps de lire pour le moment. Mais c'est pour ça que l'été existe. Ah oui, oui. Si vous deviez prendre un livre à conseiller à nos téléspectateurs, ce serait quoi? Pour les enfants, j'ai beaucoup aimé Des fleurs pour Algernon. J'en ai pleuré, c'était magnifique, c'était un chouette bouquin sur un enfant qui a des difficultés et c'était somptueux. Le monde de Sophie, oui, qui le est monde de un fameux bouquin philosophique qu'on a oublié, mais moi je me souviens avoir eu la chance. lettres qui arrivent dans sa boîte aux lettres. Oui. Je me souviens avoir eu la chance de l'avoir au bon moment dans mon âge, à mon âge. Et puis voilà, ça c'est deux incontournables que je propose aux gens. Ah ben c'est bien, pour terminer avec le monde de Sophie, moi ça me plaît beaucoup. C'est cohérent en plus. C'est très cohérent. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Je rappelle évidemment le 24 novembre, vous serez à Verviers au Centre culturel. 24 novembre, on y est bientôt. 20h, on se réjouit de vous applaudir. Merci de nous avoir rencontrés. Et avec merci plaisir. de nous avoir accueillis ici à Namur. Voilà, on referme l'émission et puis on se retrouve lundi prochain, 20h30. Bonne soirée à toutes et à tous.